juin 2025. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes en direct à présent de Jérusalem avec notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilan. Merci Pascal d'être avec nous. On fait le point pour ce dernier jour de la semaine de l'actualité sécuritaire. Évidemment, on va commencer par ce qui s'est passé au Liban. Hier soir, de nouveaux raids de Tsahal lancés dans la banlieue de Beyrouth. Oui, l'aviation de Tsahal a frappé hier soir à Beyrouth, dans le quartier de Darkia, et également au sud Liban, des installations souterraines actives de production et d'entreposage de drones du Hezbollah. La population avait reçu de Tsahal un appel préalable à évacuer la zone. Le porte-parole de Tsahal a dénoncé une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban. Le Hezbollah défie l'État libanais et empêche l'application des accords. Le porte-parole de Tsahal a également précisé que la milice chiite travaillait toujours à la production de milliers de drones sous la direction et avec le financement de l'Iran. Et de son côté, le Liban aussi a annoncé qu'elle menait des opérations similaires contre le Hezbollah, Pascal. Oui, le Liban qui, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à la fin du mois de novembre, avait commencé par déployer l'armée régulière libanaise au sud du Litani pour reprendre les positions occupées jusque-là par le Hezbollah, et qui continue à neutraliser la force militaire du Hezbollah, a désarmé d'ailleurs pas seulement le Hezbollah, mais aussi d'autres milices armées qui se trouvent sur le territoire libanais, notamment des milices armées palestiniennes, ce qu'il avait d'ailleurs annoncé il y a quelques semaines lors de la visite à Beyrouth du chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Alors on reste sur le terrain, il y a eu ces raids de Tsahal au Liban, et puis ce missile balistique une nouvelle fois lancé du Yémen. Je crois que c'est le troisième depuis le début de la semaine, Pascal. C'est le quatrième depuis le début de la semaine. À nouveau, donc hier soir, un missile balistique tiré du Yémen a été intercepté après avoir déclenché les alertes à Jérusalem, en Judée-Samarie et dans la région de la mer Morte. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. On est donc face maintenant à des attaques quasi quotidiennes de la milice pro-iranienne yéménite. Alors évidemment, ce matin, on n'a pas pu le dire dans la matinale hier matin, puisqu'on l'a appris une heure après la fin de la matinale, la récupération des corps des deux otages à Gaza, deux otages, Judy et Gadi Khagai. Est-ce qu'on a plus de détails justement sur l'opération qui a été menée pour les récupérer, Pascal ? Oui, c'est une opération donc, qui s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi. Des forces spéciales de Tsahal et du Shin Bet ont récupéré et ramené les corps de deux otages, Gadi Khagai et son épouse Judy Weinstein Khagai. Le couple avait été assassiné le 7 octobre au kibbutz Nir Oz, et les terroristes avaient emporté leurs corps, qui ont donc été retrouvés à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. L'opération a pu être menée à bien grâce à l'interrogatoire d'un terroriste qui avait fourni des informations sur l'emplacement des dépouilles. Tsahal a précisé que l'opération s'était déroulée de façon secrète pour ne pas mettre en danger les otages vivants. Il reste désormais 56 otages à Gaza, dont 20 sont toujours en vie. Alors on parle des otages, il y a eu des déclarations d'ailleurs hier je crois du Hamas, le groupe terroriste, qui a dit qu'il n'avait pas rejeté la proposition de Steve Witkoff. Alors est-ce que on a d'autres infos là-dessus ? Est-ce que ce sont encore des paroles en l'air du Hamas, Pascal ? Malheureusement, pour l'instant, il s'agit surtout de paroles et toujours pas d'actes de la part de l'organisation terroriste qui était censée donner une nouvelle réponse actualisée à la proposition de Steve Witkoff, puisque le Hamas avait déjà formulé une réponse le week-end dernier, mais qui équivalait en fait à un rejet de cette nouvelle proposition élaborée par l'émissaire américain sur 60 jours de trêve et la libération de 18 otages vivants, de 10 otages vivants, pardon. Le Hamas avait fixé d'autres conditions, notamment des garanties américaines, étaler la libération des otages sur les 60 jours de trêve. Donc une réponse que Steve Witkoff avait qualifiée d'inacceptable. Le Hamas était donc censé formuler une nouvelle contre-proposition, ce qui pour l'instant n'est toujours pas le cas.
Le reste de l'actualité, on en parlait avec vous hier, c'est aussi cette crise politique en Israël qui s'intensifie. Le Premier ministre israélien qui a pu parler hier avec Yuli Edelstein notamment, avec l'ancien ministre du Chasse aussi Ariel Attias. Apparemment des réunions qui se sont bien passées, Pascal. Est-ce qu'on peut faire un point d'abord sur ce qui coince exactement et les dernières informations à ce propos? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que les deux partis orthodoxes qui font partie de la coalition, le parti Ashkenaz Yahadut HaTorah et le parti séfarade Shas, exigent toujours une réforme du service militaire de façon à exempter de conscription la majorité des jeunes gens ultra-orthodoxes d'âge mobilisable. Ce dossier traîne depuis maintenant 2 ans et demi. Et les partis orthodoxes ont fixé un ultimatum qui a donc expiré au début de la semaine. Hier, le Conseil des rabbins du courant orthodoxe Ashkenaz a donné ordre au parti Yahadut HaTorah de voter mercredi prochain pour la dissolution de la Knesset. Hier, les pourparlers ont donc continué entre le Likoud et les partis orthodoxes pour tenter de régler la crise qui pourrait donc déboucher sur des élections anticipées. Un des principaux obstacles, si l'on peut dire, de cette crise, c'est le député Likoud, Yuli Edelstein, qui préside la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, c'est-à-dire la commission qui est en train d'élaborer la proposition de loi, qui discute de ses termes et de ses conditions. Et Yuli Edelstein, lui, veut une loi qui soit beaucoup plus rigoureuse et qui oblige le secteur orthodoxe à partager aussi ses obligations militaires, ce que donc les partis orthodoxes eux-mêmes refusent, ce qui fait dire aussi que pour essayer de régler la crise, Benjamin Netanyahou pourrait envisager de limoger Yuli Edelstein et de le remplacer par un autre député Likoud plus favorable, plus disposé à faire des concessions. En tout cas, pour l'instant, c'est pourparlers continu et ce qui va être le cas aussi probablement dans les prochains jours. Rapidement, il nous reste une trentaine de secondes, Pascal, concernant aussi ces propos d'Avigdor Lieberman, l'ancien ministre, justement, qui a accusé Benjamin Netanyahou, en tout cas qui a accusé Israël, mais on a bien compris Benjamin Netanyahou, d'avoir des liens avec des groupes salafistes dans la région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Eh bien, Benjamin Netanyahou a confirmé qu'Israël avait bien fourni des armes à des miliciens de Gaza opposés au Hamas. Quel mal y a-t-il à cela? Si ça peut aider à sauver des vies de soldats, c'est positif, a affirmé le Premier ministre israélien, qui a toutefois accusé le député d'opposition Avigdor Lieberman d'avoir rendu l'information publique. Merci beaucoup, Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, on vous retrouve tout à l'heure à 7h26 pour le Zoom Israël.